Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, en fait, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va travailler sur le renouveau de la question pluraliste au début du XXe siècle, où elle se pose peut-être pour la première fois vraiment dans toute son ampleur, avec notamment la découverte des philosophies pluralistes de James et d'autres auteurs, son introduction en France par Jean Wahl, qu'on étudiera plus à fond encore la semaine prochaine. Et donc, on va faire le point sur la pensée de James, avant d'étudier aussi ses répercussions, les questions que sa philosophie nous pose encore. Et donc, William James, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément très bien, c'est à la fois un des fondateurs de la psychologie moderne. Bonjour, bienvenue. Il y a des feuilles, si tu veux prendre des textes. Donc, c'est un des fondateurs, William James, c'est un des fondateurs de la psychologie moderne et en même temps, c'est peut-être l'un des inventeurs, enfin l'un des initiateurs du mouvement pragmatiste. En fait, il reprend d'une manière un petit peu différente des textes de Peirce et il va développer un courant qui va devenir l'un des plus importants de la philosophie américaine. Et donc, ces interrogations de psychologie et de philosophie, donc qu'on appelle pragmatiste, se croisent évidemment dans les domaines à la fois de la philosophie de l'esprit, de la métaphysique, de l'ontologie. Donc dans des œuvres qu'il publie entre les années 1870 et 1910, au moment où il meurt, et puis il y a quelques œuvres posthumes juste après sa mort dont on va parler, notamment les essais d'empirisme radical, qui est une de ses œuvres majeures, où il défend en fait une vision pluraliste, donc qu'il complète parfois, on va le voir, d'un horizon métaphysique qui peut être considéré comme moniste, mais on va discuter de cette question. Mais d'abord, on m'a suggéré de le faire la semaine dernière. Je vais faire un petit point typologique une fois encore, qui sera utile pour classer et confronter les différents modèles auxquels on va avoir affaire au long de l'année, au niveau des différents types de pluralisme en fait. Puisque la semaine dernière, nous avons vu que le pluralisme avait plusieurs ennemis différents, soit dans les divers types de monisme qu'on pouvait dégager au niveau des monismes spiritualistes et matérialistes, par exemple. Enfin, c'est résumé, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, sur un texte que j'ai mis en PDF, qui résume en fait toute la séance, donc avec des citations. Ça peut être utile pour reprendre ça, parce que c'était peut-être un peu dense. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais plutôt voir comment le pluralisme peut s'énoncer positivement, à différents niveaux en fait, et sans critiquer toujours les mêmes thèses. Et en fait, le pluralisme, s'il s'énonce à différents niveaux, c'est parce qu'il se pose de manière différente dans différents champs de la philosophie, en entraînant des positions pluralistes qui ne sont pas toujours compatibles entre elles, on le verra, ou en tout cas qui se distinguent les unes des autres. Et donc, même si c'est schématique, je vais essayer de retranscrire un peu la forme que prennent ces différents pluralismes. Et donc, voilà, on peut soutenir tout d'abord qu'il est possible de penser la pluralité irréductible à aucun principe unique, ou même un nombre limité de principes, comme ceux des divers dualismes, comme appartenant à l'être, ou bien comme appartenant à notre approche de l'être, ou bien les deux. Et alors, si l'on considère que ce sont nos approches de la réalité qui doivent être plurielles, on peut être de manière générale défenseur d'un pluralisme méthodologique, et ainsi on peut défendre qu'il est nécessaire de proposer diverses hypothèses explicatives sur un même objet d'étude. Bon, si on prend un exemple, en sociologie par exemple, on peut justifier le fait qu'il est nécessaire d'avoir à la fois des approches structurelles ou individuelles, micro ou macrostructurelles, diachroniques ou synchroniques, et que c'est en croisant ces diverses approches qu'on appréhende au mieux la réalité sociale. Si on élargit cette perspective aux différents domaines scientifiques, on peut épistémologiquement défendre que l'accès aux phénomènes de la physique, de la biologie, de la thermodynamique, de l'astronomie ne peuvent être appréhendés que sous les feux croisés d'approches inductives et déductives, expérimentales et théoriques, avec le concours d'ingénieurs ou de théoriciens, sur des postulats qui peuvent être visés de manière réaliste, mais au statut hypothétique, etc. Et de manière encore plus générale au niveau gnoséologique sur l'ensemble des savoirs,
on peut défendre l'idée qu'ils sont irréductibles les uns aux autres, et qu'on ne pourra jamais avoir, par exemple, de science de la réalité unifiée. En fait, qu'on aura toujours une pluralité de domaines scientifiques, avec des lois de scientificité qui ne seront pas les mêmes, d'ailleurs, selon qu'on parle de sciences naturelles ou de sciences sociales, de sciences théoriques ou expérimentales, de savoir pratique ou de démonstration logique. Et en fait, on peut trouver 3 raisons différentes, au moins, de défendre de telles thèses au niveau méthodologique, au niveau de ce qui concerne notre approche plurielle de la réalité. En fait, soit on accepte l'irréductibilité de la pluralité de ces approches et de nos savoirs, du même coup, du fait d'une impuissance humaine à aller plus loin vers un savoir omni-englobant, à cause de notre finitude et de notre position toujours subjective et perspective au sein d'un monde à étudier, dont nous sommes en même temps partie prenante. En fait, c'est une position qu'on pourrait dire globalement sceptique. Et d'ailleurs, il y a des scepticismes, comme celui de Montaigne, qui font de cette affirmation une richesse. C'est-à-dire que, par exemple, dans Du pédantisme, Montaigne subordonne l'épistémologie à une éthique, en assurant que pour bien penser, il faut justement s'appuyer sur le croisement d'opinions contraires, contradictoires, et la conversation, pour lui, qui permet au niveau normatif de donner un statut positif à autrui, et de faire l'éloge de la pluralité, des différences et des contradictions, eh bien, cela permet de porter pour lui autant de formes d'égale dignité qui prolifèrent en tant que formes d'une même nature. Et d'ailleurs, en cela, on n'a pas forcément chez lui de pluralisme ontologique, même si on a un pluralisme méthodologique, puisque au niveau de la notion de nature, en dépit donc de ce pluralisme des positions, il y a l'idée qu'il y a une nature unique, enfin, qui serait à découvrir sous de multiples angles, et toujours dans le débat, l'incertitude de conversation, de discussion et d'une multiplicité de points de vue. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que les différents niveaux ne sont pas toujours liés. Autre explication qu'on peut avoir de l'irréductible pluralité de nos approches du réel, ça peut être une conséquence du pessimisme concernant la question de la vérité totale et certaine, exprimée dans le premier point. Et à ce moment-là, on pourrait en fait considérer qu'il est heuristiquement plus fructueux et scientifiquement plus utile de poser une pluralité toujours capable d'évolution. Ce sont les critères qu'on a pu discuter de la réfutabilité comme condition d'un énoncé scientifique, par exemple. Au lieu d'accepter une fois pour toutes un schème explicatif global qui serait ensuite immuable, qui interdirait toute possibilité de révolution scientifique, on peut défendre, comme beaucoup de savants en fait le font aujourd'hui, l'idée que en fait, l'état parcellaire d'une discipline scientifique et de l'ensemble du champ des sciences, en fait, c'est justement la condition d'indépendance de la recherche, puisque cela permet à la fois une compétition des laboratoires, des vérifications, des contradictions, finalement, avec un travail combiné des pairs de disciplines communes ou voisines, ça permet la critique de thèses scientifiques qui précisément doivent toujours être réfutables, sans quoi elles ne seraient pas scientifiques, justement. Bonjour, bienvenue. Oui, séminaire pluralisme, bienvenue. Tu peux prendre des feuilles, si tu veux, de textes qu'on va lire. Je fais en fait une typologie des différents pluralismes. Et je suis en train d'expliquer les raisons pour lesquelles on peut défendre un pluralisme méthodologique d'abord. Voilà, des raisons sceptiques, des raisons, on va dire, scientifiques et utiles, on va dire, à la science, qui défendent l'idée que plusieurs théories peuvent être en concurrence, mais que finalement sont fausses seulement celles qui sont clairement réfutées de manière expérimentale.
Et puis on peut enfin défendre un pluralisme méthodologique parce qu'on considère qu'il correspond au réel et qu'il est dans la nature de celui-ci d'être intotalisable. Et bon, pour prendre un cas concret, Georges Gurvitch, le sociologue franco-russe sur lequel Jacques Le Goff vient de publier un livre qui s'intitule « Le pluralisme créateur », défend au niveau épistémologique ce qu'il appelle alors, un hyper-empirisme dialectique. En fait, il veut dire une méthode qui prête une grande attention aux micro-événements du réel, avec une finesse de grain très importante et une considération de la pluralité expérientielle, et en fait à ces mouvements de progression et de processus. C'est pourquoi il ajoute le terme de dialectique. Et cela entraîne en fait chez lui une vision selon laquelle, bonjour, bienvenue, selon laquelle la réalité sociale est caractérisée par une pluralité constitutive en fait. Il dit un pluralisme ontologique. Et la vie sociale, pour lui, est marquée par une dynamique de changement permanent, initiée, je cite, par le jeu proliférant de conflits irréductibles, au double sens de permanent et de non assignable à un conflit central investi d'un rôle unificateur et démiurgique. Et selon lui, cette conflictualité du social s'observe au plan vertical, puisqu'il dit que le social se forme par différents niveaux, par paliers, et puis en même temps, au niveau horizontal, puisqu'il existe, selon lui, des conflits entre différents champs de la vie sociétale, le champ de l'économie, de la politique, du culturel. Voilà, un cas d'exemple concret. Et donc, en fait, dans ce cas, le pluralisme méthodologique est le corrélat d'un pluralisme ontologique, ce qui n'est pas nécessairement donc le cas des autres, je l'ai dit, et donc si on examine à présent le pluralisme ontologique, celui-ci est en fait d'une certaine complexité, c'est une étiquette qui peut regrouper pas mal de courants, et en fait au niveau ontologique on peut notamment proposer soit un pluralisme substantiel, disons, soit un pluralisme que je vais appeler existentiel. Bon, le premier, en fait, fait exploser en quelque sorte la notion de substance en la déconstruisant. Bon, c'est le cas, par exemple, des phénoménologues qui attaquent les monismes que j'avais appelés transcendantaux, dont j'ai parlé la dernière fois. C'est le cas aussi des perspectivistes, qui, à la manière de Nietzsche notamment, assurent que l'essence de l'être est de se montrer selon une infinité de points de vue par lesquels seul il existe. Et puis on peut aussi, si on n'est pas dans la déconstruction de la notion de substance, on peut poser qu'il existe plusieurs entités substantielles au fondement de la réalité, séparées et impossibles à regrouper sous des types plus généraux. Et en ce cas, on peut avoir soit un nombre limité de substances, comme finalement, par exemple, en lieu et place du couple esprit-matière, les mouvements vécus, les mouvements vivants et perçus, les mouvements non vivants perçus, les mouvements non perçus. Oui. Le pluralisme substantiel, c'est ce qui défend une pluralité de types de substances. Ouais. Ça me paraît pas évident pour Nietzsche que ce soit pluraliste. Ouais. C'est un moniste substantiel. Vas-y, développe, non, parce que. Volonté, par exemple. Il y a une multiplicité à la victime, mais deux volontés. Ouais. Alors, mauvais exemple. C'est vrai que, en l'occurrence, j'avais l'idée, mais peut-être fausse, que Nietzsche était dans une idée perspectiviste sur le réel, où on ne pouvait pas en parler autrement que par une multiplicité de perspectives, ce qui faisait que le réel, c'était un réel qui était forcément vu à travers toutes ces perspectives. Sans toutes les perspectives, donc toutes substantiellement l'une du même type, justement. Ouais, d'accord. Bon, je vois ce que tu veux dire, effectivement. De toute façon, c'est souvent une boucle, notamment dans les perspectivismes, on en revient toujours à savoir si, au fond, il n'y a pas un espèce de monisme, puisque quand on dit que le réel est multiplié par l'ensemble des points de vue à partir desquels on l'examine. Une pluralité de types de substances, il n'y a pas de texte de Nietzsche. Ouais. Bon. Alors en l'occurrence, il faudrait plutôt peut-être le classer dans les pluralismes existants, de l'existence, que je vais définir après. Bon. Mais au niveau donc des pluralismes qui portent sur l'idée de substance,
Oui, donc je disais, on peut imaginer aussi une option défendant le fait qu'il n'y ait pas seulement deux substances du type un couple en opposition matière-esprit, mais par exemple si on imagine une réalité dynamique qui exclut en fait le fait que par exemple il y ait une matière comme concept flou, et que si on imagine une réalité qui se donne plutôt sous la forme par exemple de mouvement, on peut imaginer une distinction entre par exemple dire, oui, finalement il y a une différence ontologique irrémédiable entre les mouvements du vivant et du non-vivant, les mouvements vécus en première personne et les mouvements observés, qui ne sont finalement reliés par la catégorie de mouvement que par une analogie qui est un saut logique qui ne repose sur aucun autre fondement que la projection d'un alter ego sur une autre entité mouvante du réel, en lui attribuant le statut d'humain, par exemple. Mais bon, c'est une option comme ça, parmi d'autres, qu'on peut défendre pour vous donner une idée globale. Bon, ouais. Ouais. D'accord. Tu veux en parler un petit peu maintenant, peut-être, ou non, plutôt dans la... D'accord. Bon. Ok, alors on t'écoutera dans 2 semaines. Enfin, voilà, on écoutera ton intervention, ton texte, pour en savoir plus. Et oui, donc au niveau en fait des structures globales du réel, en fait, on peut aussi dire qu'il existe un pluralisme. C'est une parenthèse, mais qu'il existe donc un pluralisme qui n'est pas ontologique, mais cosmologique, au sens où en fait certains penseurs, notamment au XXe siècle, et en particulier, je pense à un auteur sur lequel je vais faire une séance, Nelson Goodman, déconstruit en fait la notion de substance pour parler du monde, ou plutôt des mondes, comme des structures construites par nos actes perceptifs, intentionnels, praxiques, ou par les réseaux de sens que nous tissons, qu'ils soient sémiotiques, symboliques, etc., et qui sont ce dont nous faisons tout un monde, comme on dit, c'est-à-dire ce qui nous importe vraiment et qui constitue en vérité la seule trame de la réalité pour lui, qui ne nous apparaît donc jamais de manière substantielle. Et en fait, ce pluralisme cosmologique, donc pluralisme des mondes, qui s'applique à la notion de monde elle-même et non à l'être qui le constitue, ou aux entités existant en son sein, et la thèse selon laquelle il existe plusieurs mondes. Bon, ce qui peut sembler étrange, mais d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de la thèse du pluralisme cosmique, par exemple, selon laquelle il existe plusieurs mondes habités dans l'univers, ou ce genre de choses. Mais là, nous parlons bien de notre monde au sens, non pas d'une planète, mais de ce qui fait sens pour nous comme cosmos, comme structure d'organisation du réel qui influe sur nos comportements. Et donc, en fait, il y a l'idée qu'au sein de ce que nous nommons notre monde, nous ne vivons pas tous dans le même monde, et nous-mêmes, en tant qu'individus, pas tout le temps dans le même, selon à la fois notre évolution personnelle, notre âge, nos relations, et aussi le contexte symbolique qui influe sur nos comportements au point de faire monde. Et on va étudier tout ça en détail, et il faudra revenir sur le statut ontologique que les théories des mondes possibles aussi donnent à ces derniers, mais en fait, il sera intéressant d'étudier l'idée que les divers mondes dont on peut parler ne sont pas seulement des modalités, mais des réalités qui ont vraiment une teneur d'être. On le verra chez Nelson Goodman, notamment. Bon, alors le pluralisme cosmologique est peut-être en fait la conséquence logique la plus poussée d'un refus pluraliste de poser une réalité unique, existant en soi et en deçà des phénomènes, mais nous constaterons que son rattachement à une ontologie pluraliste, là encore, n'est pas toujours systématique. Et il faudra se demander d'ailleurs pourquoi on donnerait au réseau symbolique le pouvoir de créer des mondes, et si ce n'est pas là aussi simplement la diversité de nos points de vue sur un réel unifié qu'on envisage en fait là. Mais
nous y reviendrons quand on essaiera d'étudier de manière critique la philosophie de Nelson Goodman. Bon, mais pour en revenir donc au niveau ontologique de l'être, on peut l'envisager donc de manière globale et structurelle, mais aussi de manière ponctuelle, en considérant les étangs en son sein. Et donc il existe un pluralisme ontologique qui ne se situe plus au niveau substantiel, mais existentiel, si l'on veut, qui distingue des divers modes d'existence, sans pour autant d'ailleurs impliquer un pluralisme substantiel. On peut prendre le cas par exemple de l'atomisme, qui est généralement pluraliste en ce que le monde est constitué d'une infinité d'atomes matériels, mais moniste finalement quant à la substance, c'est-à-dire la matière elle-même, même si il y a beaucoup de distinctions dans les divers atomismes. Ouais, t'as l'air de... Non, ce serait quoi une entité qui a un mode, cite deux modes d'existence pour un atomiste, parce que c'est-à-dire... là, on parle de mode d'existence ou d'individu? Non, là, globalement, en fait, au niveau existentiel, je veux dire, on peut détailler, ensuite, il y a des modes d'existence, mais il y a aussi, effectivement, je pense, dans le cas de l'atomisme, on parle d'une pluralité d'individus. D'accord, c'est pareil que les modes d'existence, ils sont tous, c'est des boules, ils sont tous étendus, ils sont tous dans le même mode d'existence. Oui, oui. Oui, et c'est leur rattachement qui forme des êtres différents. Oui, alors si on admet qu'il y a des êtres de niveau supérieur, alors effectivement on a des modes d'existence différents. Ouais. C'est évident que l'atomisme admet qu'il y a des êtres. Non, effectivement, pardon, j'aurais dû... Plus... Voilà, au niveau de l'existence, il y a les modes d'existence et puis les entités. Effectivement. Voilà, merci. Alors voilà, où est-ce que j'en étais? Oui, en fait, il y a, si l'on veut, au moins 3 niveaux du réel où on peut appliquer le pluralisme de manière concurrente au monisme notamment, et ils ne sont pas nécessairement tous pluriels si l'un d'entre eux l'est, dans beaucoup de systèmes métaphysiques. La forme globale du réel, les grands types au sein de ce réel, et puis les espèces réelles. Et en fait, ces 3 niveaux peuvent s'appliquer à 3 objets différents, soit les objets concrets, soit les objets abstraits, soit les catégories. Alors par exemple, au niveau des catégories, beaucoup d'idéalistes défendraient ainsi que la forme du réel est une. C'est par exemple le bien chez Platon, chez les platoniciens, en dépit d'une pluralité de grands types. Un moniste matérialiste insistera sur la pluralité des objets réels, les personnes, les particules, les institutions, les minéraux, les meubles, enfin tout ce que l'on voudra comme entité. Et puis, par contre, au sein d'un monde matériel, au niveau des objets, si on prend par exemple un plateau d'échecs, un pluralisme pourra admettre, par exemple, en son sein, de multiples régimes de description, en affirmant qu'on peut le décrire au niveau du simple aspect de son apparence sensible, sans y ajouter les niveaux de sens, qui pourraient être d'autres manières pour le plateau de jeu d'exister, mais simplement au niveau sensible, comme une unité qui serait le plateau, ou alors comme une multiplicité de carreaux, par exemple, 32 carreaux, ou alors une multiplicité composite où on ajouterait tous les ensembles de carrés qui peuvent se former à partir des 32 carreaux, donc c'est 64 carrés qu'il faut ajouter aux 32 carreaux, plus à la forme carrée du plateau lui-même. Donc, enfin, si on s'intéresse, disons, à une définition géométrique, à une description géométrique du plateau de jeu, on peut le décrire au niveau particulier, enfin, admettre une multiplicité de modes de description de l'objet. Et donc, en fait, on a décrit là un pluralisme ontologique qui s'applique à la substance, un pluralisme qui s'applique aux existants, et il s'oppose à des monismes correspondants. Et le pluralisme des existants, en dehors de l'argument de sens commun visant à pointer du doigt l'existence de fait, au moins apparente, d'une pluralité au sein du monde, qu'on peut en fait cependant renvoyer conceptuellement
à des épiphénomènes en disant que ce ne sont jamais que des matérialisations dans l'effectivité d'un principe qui ne leur accorde pas d'importance et sur lequel ensuite ils n'influent pas. Mais disons qu'on peut attaquer le moniste en contestant que le monde soit un concept explicatif suffisant qui relègue tout le reste à des épiphénomènes qu'une explication physique subsumerait, par exemple. On peut aussi contester le fait que si on admettait des parties du monde, ce serait explicativement redondant, ce qui est un présupposé généralement admis par les monistes. On pourrait défendre l'idée, notamment, si on est pluraliste au niveau des structures du réel, que en fait les parties du monde sont identiques avec les notions de monde elles-mêmes, alors qu'en fait généralement quand on veut reléguer en tant qu'épiphénomène des parties du monde qui n'auraient pas de force explicative pour expliquer ce que c'est que comment se constituent les objets du monde, eh bien on a tendance à dire qu'il y a une séparation justement entre les parties et le tout, et que le tout préexisterait aux parties. Finalement, le pluraliste pourrait arguer aussi que même si les phénomènes ou les parties étaient redondants quant à l'explication du monde, cela ne les empêcherait pas forcément d'exister. Et là, dans ce cas, c'est la contestation d'une règle d'économie du type rasoir d'Occam, de dire qu'en fait, il n'y a pas que des principes explicatifs qui existent dans le monde, et que même si les parties du monde, par exemple, n'ont aucun rôle dans le fait d'expliquer la structure globale de ce monde, ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Et alors Jonathan Schaeffer, dans son article sur le monisme dans la Stanford Encyclopedia, considère, quant à lui, qu'en fait, le monisme de l'existence, le fait de considérer qu'il n'y a qu'un seul type, par exemple, réel d'objets existants dans le monde, est aujourd'hui, en fait, une position métaphysique qu'il, lui, qualifie de folle, complètement déconsidérée, car, en fait, il dit qu'elle s'éloigne de nos intuitions, mais ce n'est pas nécessairement le cas du monisme de la substance, par exemple. Et en fait, par exemple, au niveau du sens commun, il est acceptable de renoncer à avoir un unique principe explicatif à la manière dont le monde est constitué, c'est-à-dire un fondement, mais par contre, il est peut-être difficile de renoncer à l'idée d'une origine du monde, donc l'idée d'une antériorité d'un élément premier, duquel découlerait ensuite tout le reste. Et c'est sans doute un des cadres de la pensée matérialiste, par exemple, qui affirme cela en considérant un monde qui serait initialement matériel, d'où ensuite ont émergé d'autres formes d'être qui seraient finalement réductibles à cette matière initiale qui récupère de ce fait en fait son statut principiel par l'idée qu'il y a une antériorité. C'est-à-dire que par exemple après on peut réduire les êtres spirituels, on va dire, à une organisation matérielle de laquelle aurait émergé l'esprit. Donc voilà, c'est une position qui est encore en débat, mais c'est avoir une position réaliste qui postulerait que nous avons des preuves pour parler d'un monde sans nous, qui nous avait préexisté, et le pluraliste pourra critiquer en fait à la fois cette recherche d'un fondement, en particulier par les critiques subjectivistes ou phénoménologiques du réalisme, en expliquant que ça peut être simplement un besoin injustifié de penser un monde qui apparaîtrait finalement à un moment donné dans l'idée d'un flux temporel et qui apparaîtrait ex nihilo, alors que finalement nous ne sommes jamais témoins que d'un monde en devenir, qui est toujours mouvement, d'une pluralité qui est déjà existante, et finalement que nous n'avons jamais affaire à ce moment initial du monde qui demanderait ensuite à être expliqué. Je te vois tiquer encore, Pierrot. Alors... Qui répond à qui à propos de... notamment là, le matérialisme que j'évoque.
C'est-à-dire, non mais en fait, dans l'idée que, par exemple, la matière serait principe, on peut la défendre en disant que nécessairement, il y a bien eu un début à l'organisation de la matière telle qu'elle existe actuellement et qu'elle elle a préexisté à d'autres formes d'être du type spirituel, par exemple, et qu'en fait, elle s'est organisée de cette façon et qu'ensuite ont émergé en son sein, au fil de l'histoire, des formes du type, par exemple, les vivants, alors qu'il y a eu un monde sans nous, voilà. Tu vois le type de position auquel je fais référence. Ça a l'air d'être une défense métaphysique de la préexistence de la matière. Alors, si c'est ça, ça me paraît faible. On a des raisons scientifiques de penser que la matière a préexisté. Oui. Oui, oui. Expérimental, quoi. C'est pas une espèce métaphysique, du coup. Non, mais juste. Une réponse métaphysique, ça me paraît bizarre. Oui, oui, effectivement. Non, mais effectivement, mais c'est justement à ce niveau métaphysique que, par exemple, des pensées du devenir peuvent la critiquer. Mais bon, si tu me demandes à qui je fais référence là, en l'occurrence, actuellement, là, j'ai pas de nom pour te dire ah oui, quelqu'un défend cette position. C'est aussi parfois un ennemi conceptuel qu'on utilise de manière. Oui, voilà. Enfin, bon, je ne sais plus exactement où j'en étais, mais je pense que là, il me semble que j'ai fait à peu près le tour des différents, en tout cas, types de pluralisme qu'on peut défendre. Et ça peut être intéressant de voir maintenant un cas particulier. Je vous ai amené des textes là-dessus. Aujourd'hui, parler de William James. Donc on va les lire tout à l'heure au fur et à mesure. Hein, mais le premier, celui sur l'empirisme radical, est issu des essais d'empirisme radical, qui a été publié après sa mort en 1912. C'est une série d'essais. Et le deuxième est un extrait de Un univers pluraliste, qui est traduit en fait en français par Philosophie de l'expérience. Et donc, en fait, William James, il part d'un constat assez intéressant. Il dit, en fait, la plupart des philosophes antérieurs au XXe siècle ont conçu le monde comme unité. C'est ce qu'il dit. Je le cite dans Un univers pluraliste. Que leur tendance fût matérialiste ou spiritualiste, les philosophes ont toujours cherché à mettre de l'ordre dans le fouillis dont le monde est apparemment encombré. Ils ont substitué des conceptions économiques et ordonnées à l'enchevêtrement sensible originel. Que ces conceptions fussent moralement élevées ou intellectuellement soignées, elles étaient en tout cas toujours esthétiquement pures et nettes et visaient à attribuer à la structure interne du monde quelque chose de propre et d'intellectuel. Et en fait, cela provient, selon lui, d'une certaine réponse émotionnelle, dit-il, au caractère d'unité. Mais en fait, James, on va le voir, n'utilise pas du tout cette image pour ridiculiser son adversaire et dire qu'en fait les monismes viennent simplement d'un besoin d'unité qui serait subjectif, parce qu'en fait, le pluralisme qu'il entend défendre, on va le voir, est aussi une forme d'engagement émotionnel, et en fait, une vision du monde, on va le voir. Et c'est souvent comme ça qu'elle se présente chez beaucoup de philosophes. C'est du moins ce qu'on va essayer de voir au cours de l'année. Et il faut en fait en dégager les blocs conceptuels à chaque fois au sein justement de ce qui se présente comme une grande vision. On remarque qu'il s'agit souvent d'une vision du monde. Dans son essai sur Guerre-épée de Tolstoï de 1984, Les penseurs russes, ou encore dans un article de juin 1994 qui est co-signé avec Bernard Williams, intitulé Pluralism and Liberalism a Reply, dans Political Studies, Isaiah Berlin divise les penseurs en deux catégories. Alors, il dit il y a les hérissons qui sont cramponnés à une vision unique, centrale,
un système, un principe organisateur universel. Et puis, il dit, il y a les renards qui, alors je cite, poursuivent plusieurs fins, souvent sans lien, sinon contradictoires entre elles. Et pour Berlin, le pluralisme court avec les renards et engage dans une multiplicité d'objets et d'expériences. Et cette image et ce partage sont repris par Jean Leca dans son article « La démocratie à l'épreuve des pluralismes », où il dit, je cite, « Si les sociétés humaines étaient des systèmes, ce seraient des systèmes autocontradictoires et non dialectisables, parce que non réductibles à une seule finalité ou à un seul moteur originel. La ténacité et la séduction des hérissons, qui ne savent qu'une chose, mais grande, n'ont jamais convaincu la population des renards, qui savent la pluralité des choses, mais s'en mêlent parfois dans leur tour, parce que l'excès de leur théorie ne peut cacher leur paralogisme et le vide de leur morale et de leur métaphysique. C'est du moins la réponse invariable des hérissons. » Bon, petit texte amusant, mais qui signifie pas mal de choses. En fait, cette sorte de partage psychologique, ou si on y accorde quand même un crédit scientifique, méthodologique, semble d'abord le fond de la pensée pluraliste jamesienne. Il mérite qu'on s'y arrête et qu'on cherche chez ce dernier un développement moins directement personnel et un peu plus élaboré de la pensée pluraliste. Mais l'ancrage subjectif de conviction sur le monde de cette sorte est fort en fait chez James. Il y insiste souvent. Dans son ouvrage Le pragmatisme de 1910, il décrit un conflit entre tempéraments humains qui traverse l'histoire de la philosophie et découle, dit-il, de dispositions mentales qui s'opposent. Et il s'agit pour lui d'un contraste dans notre rapport au monde entre ce qu'il appelle l'esprit tendre, tender-minded, qui serait rationaliste, idéaliste, optimiste, un esprit religieux et moniste, selon lui, qui peut tendre vers le dogmatisme, et puis l'esprit dur, tough-minded, qui serait empiriste, irréligieux, matérialiste, pessimiste, fataliste, pluraliste et sceptique. Bon, c'est beaucoup de catégories. Et puis, c'est un partage non neutre, évidemment, que d'appeler ça tough and tender. Mais, en fait, James trace souvent un lien entre le cognitif et l'affectif, et on retrouve souvent chez lui cette insistance sur l'origine subjective de nos théories, de nos prises de parti philosophiques, sans que cela les dévalue, bien au contraire. Et comme il le rappelle dans Un univers pluraliste, si nous considérons l'histoire de la philosophie dans son ensemble, les systèmes se réduisent eux-mêmes à quelques types principaux qui, sous tout le verbiage technique dont les enveloppe ingénieusement l'esprit humain, sont juste autant de visions, de manières d'éprouver la poussée globale et d'apercevoir le cours entier de la vie. Elles sont imposées par une personnalité totale et par l'expérience, et sont au final préférées, il n'y a pas d'autre terme exact, comme l'attitude qui fonctionne le mieux. Et pour James, il y a en fait des mélanges de ces tempéraments, certes, mais l'opposition reste franche et en fait peut avoir de vraies conséquences théoriques et pratiques. Et en fait, notamment pour James, il faut s'opposer au monisme parce que justement, il a, dit-il, un côté nonchalant et délicat, qui est selon lui la satisfaction d'âmes qui seraient, alors c'est toujours très normatif, mais qui seraient souffrantes, parce que en fait, elles seraient paresseuses, elles apprécieraient d'avoir besoin d'une autorité et finalement seraient potentiellement soumises à des idéologies autoritaires en tout genre ou à la loi de déterminisme supposé que James voit poindre sous ses doctrines. Alors, on va revenir sur tous ces aspects. Et en fait, pour lui, l'un des problèmes du monisme, c'est qu'il produit une tendance à philosopher hors de toute considération concrète, sans avoir recours à l'expérience, ce qui est pour lui un grave problème dans le cadre de ce qu'il appellera un empirisme radical. On va voir ce que c'est et comment il le défend. Et justement, par empirisme radical, c'est le titre d'un de ses essais publiés donc en 1912, James entend une philosophie de l'expérience enrichie qui ne tienne pas seulement compte de l'expérience perceptive à la source de notre connaissance et de notre vision du monde, mais vraiment de tous les types d'expériences,
y compris subjectives, interpersonnelles, psychologiques, les expériences religieuses aussi. Et il ne considère pas seulement les objets considérés comme existant isolément dans un monde fixe, déjà préformé, mais en fait les relations qui relient ces objets et leur donnent contextuellement du sens. Et il définit assez bien en fait sa doctrine dans le deuxième des essais dont je vous ai photographié en fait la page, dont je vais lire une partie. Je donne à ma conception du monde le nom d'empirisme radical. L'empirisme, on le sait, est le contraire du rationalisme. Le rationalisme tend à mettre l'accent sur les universaux et à faire passer les tout avant les parties, dans l'ordre de la logique comme dans celui de l'être. L'empirisme, au contraire, fait porter l'explication sur la partie, l'élément, l'individu, et traite le tout comme une collection et l'universel comme une abstraction. Ma description des choses commence donc avec les parties et fait du tout un être de second ordre. C'est par essence une philosophie en mosaïque, une philosophie des faits pluriels, comme celle de Hume et de ses descendants, qui ne rapporte ces faits ni à des substances auxquelles ils seraient inhérents, ni à un esprit absolu qui les créerait comme ces objets. Mais elle diffère de l'empirisme humien sur un point particulier qui me fait lui ajouter l'épithète de radical. Pour être radical, un empirisme ne doit admettre dans ses constructions aucun élément dont on ne fait pas directement l'expérience, et n'en conclure aucun élément dont on fait directement l'expérience. Pour une telle philosophie, les relations qui relient les expériences doivent elles-mêmes être des relations dont on fait l'expérience. Et toute relation, de quelque type qu'elle soit, dont on fait l'expérience, doit être considérée comme aussi réelle que n'importe quoi d'autre dans le système. Bien entendu, les éléments peuvent être redistribués et la disposition initiale corrigée, mais une place réelle doit être trouvée dans l'agencement philosophique final pour chaque genre de choses dont on fait l'expérience, qu'il s'agisse d'un terme ou d'une relation. Alors en fait, le pluralisme de James, qui n'est pas nécessairement lié au pragmatisme, parce que il y a des auteurs pragmatistes qui ne défendent pas un pluralisme, mais chez lui, c'est intrinsèquement lié, en fait, cherche, non pas tant à fonder une sorte de grande théorie de la connaissance, que vraiment à se donner les moyens de décrire les conditions de l'expérience réelle, et je cite, des blocs de durée, des épaisseurs spatiales, des sensations irréductibles, et en cela, on peut dire que c'est un pluralisme réaliste, c'est-à-dire qu'il considère qu'il existe bien une réalité des sensations et des faits, et il leur accorde même une spatialité, une temporalité réelle, mais qui est toujours en fait dynamique. C'est sa conception de la réalité. Justement, il veut décrire les poussées discontinues de la nouveauté dans un monde épars, distribué, multiple dans l'espace et dans le temps, toujours incomplet, toujours se complétant ça et là. Et ce réalisme direct, à partir de ce qu'il appelle, lui, un univers pluralistique, a pour conséquence une grande attention donnée aux individus, à leur méthode de connaissance, que James décrit toujours comme une enquête, c'est-à-dire un processus. Et en fait, il s'intéresse beaucoup aux conséquences réelles des croyances des individus dans des contextes particuliers, ce qui est finalement en fait le fond de son pragmatisme. En fait, le pragmatisme, si on veut, c'est un ensemble de trois positions centrales, vraiment. D'abord, il y a l'idée héritée en fait de Peirce qu'il y a des méthodes de fixation de la croyance, et en fait, finalement, que la manière dont nos croyances sont fixées en science et dans les autres affaires pratiques présente des parentés. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que la vérité scientifique, notamment, est finalement, en fait, dans son fond, une croyance, mais dont les méthodes d'élaboration sont, en fait, plus solides que d'autres croyances. Par exemple, celles fixées dans l'esprit des hommes par des méthodes comme l'auto-persuasion, ou comme des méthodes d'autorité, qui seraient des méthodes coercitives par une puissance extérieure. Ou encore, alors je ne me souviens plus exactement du nom chez Peirce, mais il me semble que c'est tout simplement ce qu'il appelle la méthode rationnelle, qui est en fait toutes les évidences
qu'il dit être plaisantes à l'esprit, mais qui ne sont pas démontrées par une méthode expérimentale. Et donc, il y a donc cette thèse que, malgré différentes méthodes d'élaboration, eh bien, l'ensemble de nos savoirs constitue une sorte de bloc qu'on peut placer sur le même niveau, et que finalement, il s'agit avant tout de croyances. Et puis, il y a l'idée, en fait, que les produits de l'esprit, notamment ces croyances, peuvent être compris comme des dispositions. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos pensées peuvent généralement nous disposer à agir ou à produire de nouvelles croyances. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, on n'a pas des états mentaux isolés qui existeraient dans l'esprit, mais finalement, toutes nos croyances, toutes nos pensées, nos idées, sont toujours des choses qui nous portent à avoir un certain comportement dans le monde. Et elles sont dispositionnelles. Et puis, la troisième idée qui est dans le cœur du pragmatisme, c'est l'idée selon laquelle les conséquences pratiques que nous prêtons aux objets de nos conceptions constituent la signification entière de ces conceptions. C'est-à-dire que, finalement, entre par exemple deux conceptions, il me semble que James, dans le pragmatisme, prend l'exemple de l'opposition entre la conception catholique et protestante de la transsubstantiation et le cérémonial de l'hostie, et de savoir si l'hostie constitue le corps du Christ ou n'en est qu'un symbole. Et il dit en fait ce type de polémique ne peut être tranché que si on considère la différence que ces thèses ont dans l'action des croyants. Et en fait, il dit s'il n'y a pas de différence entre croire ou non en la transsubstantiation, la dispute métaphysique finalement n'a aucun sens. Je pense au même passage, mais Ouais. moi j'ai un souvenir différent de la transsubstantiation. Ouais, vas-y alors, parce que moi j'en ai qu'un souvenir flou. Ouais. Qui consiste à dire que la substance, c'est un concept qui est vide. Ouais. C'est pas un concept substantiel, justement, parce que si tu enlèves la substance et que tu fais tenir ensemble les accidents, tu as exactement le même monde. Et donc il fait cette expérience de pensée où qu'est-ce qui se passerait si Dieu, pendant une minute, enlevait les substances mais faisait tenir ensemble tous les accidents. Il dit qu'il ne se passerait rien, il n'y a aucune conséquence. Donc il dit la substance c'est simplement le fait que les accidents tiennent ensemble. Et il dit, sauf, il y a un cas où ça a une conséquence pratique, c'est dans la question de la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'effectivement pour les croyants, la question de savoir si l'hostie est substantiellement le Christ, ça a des conséquences pratiques. Mais bon, de toute façon, c'est la même idée, quoi. Non, mais effectivement, merci de replacer l'exemple dans le contexte, parce que ça lui donne plus de sens, évidemment. Moi, c'était de manière un petit peu floue dans ma mémoire. Bon, voilà, donc en fait, on voit que James attaque l'idée qu'il existe des schèmes qui sous-tendraient le monde en deçà de l'expérience qu'on en peut faire, et des croyances dispositionnelles que nous formulons à son propos. Et donc, il entend réfuter tout à la fois la thèse, on va dire purement dualiste, d'une séparation de l'esprit et du corps qui serait indépendant l'un de l'autre et sans réelle interpénétration, et puis les monismes spiritualistes comme matérialistes, qui croient en l'existence finalement d'un principe unificateur, du côté de l'objet ou du côté du sujet, qu'on soit matérialiste ou spiritualiste, pour défendre finalement une sorte d'anti-absolutisme, qui doit du même coup en fait affronter deux questions ontologiques. D'abord, comment penser l'identité du côté des objets comme du côté des sujets, si on vit dans un univers dynamique qui est changeant, où une chose n'est jamais complètement subsumable sous un schème conceptuel, et où la multiplicité s'empare à la fois de la mêmeté de l'objet et puis de l'unité du moi qui en fait l'expérience. Et puis, il y a une question en fait qui serait plutôt éthique. Son pluralisme, en fait, à James, c'est aussi un pluralisme des valeurs. Et James considère
que les systèmes moraux, dogmatiques, ne pouvant se fonder sur aucun absolu, sont tous hors du domaine de la vérité. Mais on peut se demander dans ce cas si on ne tombe pas dans une sorte de subjectivisme un peu relativiste, où chaque individu aurait son système de règles sans qu'on puisse s'accorder sur des comportements réellement moraux les uns à l'égard des autres. Et en fait, ce n'est pas le cas chez James. Il y a des comportements qui sont préférables, dit-il, même s'ils ne sont pas théoriquement justifiés, mais en fait expérimentalement validés chez lui. C'est-à-dire ceux qui font en fait sont acceptables, ceux qui font l'objet d'un consensus et ne cherchent pas à réduire à néant des positions morales adverses. Et il dit en fait que dans un monde qui change, où les situations sont toujours uniques, il faut montrer de l'adaptabilité. Et en fait, l'éthique pluraliste de James repose sur une ontologie pluraliste, l'idée d'un monde changeant, et cela permet en même temps d'éclairer le pan ontologique de sa philosophie. Parce que le réel, finalement, chez lui, c'est aussi ce qui est partagé et a des conséquences communes dans la vie et les expériences des individus, contrairement, par exemple, aux expériences subjectives ou imaginaires, ce qui en fait implique qu'il existe un mode non relativiste de validation pour admettre ou non des entités et des relations comme réelles, sans pour autant qu'on puisse leur donner par avance une classification générale et figée, en ce qu'il faut toujours aller les éprouver dans des expériences médiatisées par un tiers. Et en fait, ce n'est pas faire dépendre l'ontologie des critères, par exemple, d'une société particulière, ce qui serait encore relativiste, puisque pour James, ces expériences doivent se faire en permanence, sans accepter à l'avance aucun standard, et peuvent se faire entre des êtres humains de toute culture, puisque selon lui, en tant qu'humain, on est d'abord un agent connaissant qui n'est pas, qui peut en fait avoir une cohérence et n'être pas simplement constitué par les éléments culturels de son milieu socioculturel ou historique, ce qui en fait est une thèse qui s'oppose à pas mal de positions du relativisme culturel. Et finalement, les positions qui défendent une influence de notre culture sur notre ontologie. Et on reviendra sur ces questions, notamment lors de l'intervention de Martin Fortier, qui est prévue pour, il me semble, février, donc on a le temps. Mais lui aussi essaiera de critiquer en fait les positions du relativisme culturel. Et donc, en fait, James refuse tout à la fois une constitution de la réalité par une intériorité isolée, qui aurait une sorte de prétendue supériorité dans l'ordre des réels. En fait, il critique le subjectivisme ou une forme de phénoménologie de type husserlienne qui mettrait en avant une conscience transcendantale, constituant ensuite le monde. Et puis, il refuse aussi le relativisme culturel en assurant que les catégories ontologiques ont une validité générale indépendamment du contexte culturel, dans la mesure où elles constituent un propos qui serait entrevérifiable entre des agents connaissants dans la dimension de ce qui est public. Et en fait, c'est intéressant d'ailleurs, puisque il va y avoir une postérité de la position pragmatiste dans le champ du relativisme culturel, et il va y avoir des pragmatistes comme Calem, par exemple, qui vont, dans les années 1910-1920, défendre une forme de relativisme culturel et la constitution, enfin la préservation du melting pot américain dans un contexte où le nationalisme revient en force et avec les tensions économiques de l'époque. Et il y a tout un courant qui va s'appuyer aussi sur des travaux d'anthropologie comme ceux de Bose pour dire qu'il y a une plasticité à la fois des croyances et des idées humaines selon le contexte socioculturel, mais même des techniques du corps, par exemple, et donc au niveau physique comme psychique. Et en fait, la ligne originelle de James, que d'ailleurs Dewey reprend, John Dewey, un autre philosophe pragmatiste, reprend en partie, c'est de dire finalement que eh bien, nos modes de validation, on va dire, que ce soit de principes éthiques ou même de vision du monde, ne sont pas justement totalement dépendants d'une culture. Et Dewey a écrit un texte pour répondre
à Callen en disant que finalement ce dernier comparait la société à un orchestre dont on ne pourrait jamais écraser la pluralité dans un système moniste, puisqu'il associe à ce moment-là le monisme à une forme de nationalisme. Et il dit, oui, je suis tout à fait d'accord avec votre idée d'un orchestre, mais à moins de parvenir réellement à une symphonie et non à une multitude d'instruments différents jouant simultanément. Et finalement, il s'oppose donc tout à la fois à l'aplanissement des différences, mais aussi à la ségrégation et à ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une forme de communautarisme qui ne constitue pour lui en rien un apport pour la société. C'est des débats qui ont encore cours aujourd'hui d'ailleurs, au niveau des critiques de ce qu'on peut appeler le communautarisme. Mais donc voilà, si on en revient donc à l'ontologie de James, à moins qu'il y ait des remarques ou des questions, non. Donc en fait, il y a plusieurs points importants que cette ontologie implique, et notamment Bergson, qui partage beaucoup de ses conceptions sur l'idée d'un monde en devenir qui serait ouvert à la nouveauté, et qui a écrit la préface à son ouvrage Le pragmatisme, nous donne une piste intéressante pour voir un des points importants qui d'ailleurs peut être critiqué chez James, à savoir sa théorie de la vérité. Il dit la définition que James donne de la vérité fait donc corps avec sa conception de la réalité. Si la réalité n'est pas cet univers économique et systématique que notre logique aime à se représenter, si elle n'est pas soutenue par une armature d'intellectualité, la vérité d'ordre intellectuel est une invention humaine qui a pour effet d'utiliser la réalité plutôt que de nous introduire en elle. Et si la réalité ne forme pas un ensemble, si elle est multiple et mobile, faite de courants qui s'entrecroisent, la vérité qui naît d'une prise de contact avec quelqu'un de ces courants, vérité sentie avant d'être conçue, est plus capable que la vérité simplement pensée de saisir et d'emmagasiner la réalité même. C'est donc enfin à cette théorie de la réalité que devrait s'attaquer d'abord une critique du pragmatisme. Et alors, voilà, on voit qu'il y a un lien net chez James entre épistémologie et ontologie, et le fait qu'il s'appuie sur une conception de la vérité qui est très particulière. Et en fait, pour elle, justement, elle n'est pas une propriété de l'objet, elle n'est pas non plus, finalement, une propriété de mon esprit. Il est à la fois anti-objectiviste et anti-subjectiviste sur la question de la vérité. Mais en fait, la vérité, pour lui, c'est le lien qui unit adéquatement mon esprit au réel. Et finalement, du moins à l'objet de l'expérience, en fait. Et pour lui, trouver des vérités, notamment, ce n'est pas forcément dévoiler des lois du réel, qui préexisterait, ce n'est pas non plus un arbitraire total de l'invention, c'est créer finalement des lignes de faits qui relient entre elles les expériences, non pas parce que ce lien leur serait intrinsèque et transcendant, mais parce que cela nous est utile afin d'agir sur la réalité que nous pouvons voir sous de nombreuses lignes de sens, en fait, différentes. Et une idée est vraie, finalement, pour lui, quand elle permet d'utiliser à dessein un objet. Bon, par exemple, c'est un exemple très trivial, mais si je conçois, par exemple, que ma voiture va pouvoir m'amener au travail ce matin parce qu'elle fonctionne, et puis finalement que je ne peux pas utiliser cette voiture et que je n'arrive pas au travail, mon idée était fausse parce qu'elle ne m'a pas permis d'utiliser l'objet en question. Enfin, oui, il me semble que c'est un exemple un peu trivial, mais en fait, la vérité d'une conception se vérifie toujours dans le fait qu'elle se vérifie dans la pratique, et elle n'est pas intrinsèque, c'est pas une propriété intrinsèque de l'objet, en l'occurrence, par exemple, de la voiture, de fonctionner ou non, mais simplement quelque chose de contextuel. Et en fait, James refuse l'existence d'un niveau de vérification qui serait au-delà ou en deçà de l'expérience.
Et en ça, il est aussi anti-finaliste. Et comme il l'affirme dans L'un et le multiple, il y a une différence de foi entre les monistes et les pluralistes, selon lui, et ces derniers ont peut-être moins besoin de... Alors, il répète dans des termes un petit peu de jugement de valeur, mais les pluralistes auraient moins besoin du réconfort et de la sécurité d'un finalisme qui peindrait un monde déjà formé, fixe, prédéterminé, où la responsabilité humaine serait moindre et où nos prédictions pourraient se faire toujours plus fines face à un avenir qui ne serait pas si mystérieux. Et il dit, je cite, « Mais le pluralisme acceptant un univers inachevé, avec des portes et des fenêtres ouvertes sur des possibilités non contrôlables d'avance, nous donne moins de certitude religieuse que le monisme avec son monde absolument clos. En fait, le monisme exerce volontiers cette foi optimiste. Son univers est certain d'être sauvé, oui, il l'est déjà, inconditionnellement et de toute éternité, en dépit de toutes les apparences phénoménales. Un monde s'élaborant selon une destinée incertaine, comme semble le faire le monde phénoménal, constitue une idée intolérable pour l'esprit rationaliste. D'un autre côté, le pluralisme n'est pas plus optimiste que pessimiste, mais plutôt mélioriste. Le monde peut être sauvé à condition que ces éléments fassent de leur mieux. Et finalement, un naufrage partiel ou même total est une éventualité chez lui. C'est-à-dire que le rationalisme, en fait, nous protège de l'angoisse d'un destin incertain dans son système, et il a un certain optimisme qui, en fait, aux yeux de James, nous fait courir le risque de ne pas prendre la mesure de la responsabilité que les humains ont par rapport à un monde en train de se faire. Et en fait, selon lui, nos actions ont de l'importance, quand même elles ne seraient qu'une partie infime d'un univers toujours en mouvement, de l'univers pluraliste. Mais pour autant, il n'y a pas non plus d'optimisme, en quelque sorte. S'il y a une confiance, un accent qui est mis sur la confiance dans l'agir humain, dans la possibilité de coopérer avec les autres, l'espoir de pouvoir contribuer à cette rédemption du monde dont il parle, en fait, il n'y a pas d'optimisme ontologique, moral ou religieux qui serait intrinsèque à une pensée du changement et du devenir. En fait, précisément parce qu'on est dans le devenir, et il peut advenir à peu près n'importe quoi, et cela finalement incite à des actions humaines, puisque dans un système indéterministe, la liberté humaine est défendue, et c'est le cas chez James. Et finalement, c'est parce que la direction du devenir n'est pas donnée à l'avance que l'espoir prend toute sa place morale, politique et religieuse. Et c'est parce que le cours des choses peut toujours mal tourner qu'il faut agir et qu'il y a un lieu à la fois pour la responsabilité et pour l'espoir, dit-il. Et puis, voilà, au niveau... Là, pour l'instant, on a évoqué la théorie de l'empirisme radical, le pragmatisme, la théorie de la vérité jamesienne, son éthique. Si on détaille un petit peu son ontologie, la thèse pluraliste, selon laquelle les êtres composant le monde sont des individus multiples, entretenant toutes sortes de relations mutuelles, sans être des affections, des phénomènes ou des modes d'une réalité englobante, unique ou absolue, apparaît en fait pour la première fois dans la préface de La volonté de croire. Et William James, je cite, admet en fait comme possible que la somme totale absolue des choses ne fasse jamais l'objet d'une expérience positive ou ne se réalise jamais, ni en aucune façon sous cette forme, et qu'un aspect de dispersion ou d'incomplète unification soit la seule forme sous laquelle cette réalité s'est constituée jusqu'à présent. Alors, en fait, les débats de l'époque, ouais, la citation étant tronquée, elle est un peu bizarre, mais... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience divine, c'est quoi le sens? Ça veut dire qu'il Non. n'existe aucune expérience du tout Du tout, oui. Oui, mais c'est évident que nous, on n'a aucune expérience du tout. Du coup, je vais voir à quoi il se fait.
À mon avis, il s'oppose à la fois, oui, en fait, à une idée qui était quand même assez forte à son époque, selon laquelle, à partir du moment où on observe des relations entre les choses, c'est qu'il doit y avoir, mais je vais y venir, c'est qu'il doit y avoir un plan d'interdépendance entre elles, et que finalement l'observation même de continuité, d'unité au sein du monde ne peut être qu'une expérience même partielle d'une totalité plus globale. Donc si, je pense qu'il veut dire à la fois l'expérience de la totalité comme telle, parce qu'il me semble que c'était une thèse qui pouvait être défendue. Après, effectivement, il y a aussi derrière l'idée que on aurait accès, alors peut-être dans l'expérience mystique, à un point de vue divin sur la totalité du réel. Et en fait, James a écrit aussi beaucoup sur l'expérience religieuse. Mais pour lui, lui, il était effectivement aussi croyant, mais il parle en fait d'un niveau de réalité auquel pourrait s'ouvrir notre esprit, qui n'est de toute façon pas une vue omni-englobante sur un réel qui serait unifié, mais qui serait au contraire justement un niveau spirituel où il y aurait un flux continu d'esprits multiples, etc. Donc même au niveau, on va dire, de l'expérience religieuse, il s'oppose au monisme. Mais je pense que là, il y avait vraiment l'idée que on peut avoir, on va dire, l'intuition d'une expérience de la totalité à travers l'expérience d'unité ponctuelle dans le monde. Mais bon, je vais y revenir peut-être plus en détail, enfin ça va peut-être s'éclairer après. En fait, les débats de l'époque se centrent autour de la question de la nature de la vérité et des relations, et notamment entre les monistes et les externalistes. Et en fait, pour les monistes, il n'y a finalement que des relations internes. Les monistes, notamment à l'époque, il y avait le plus connu, enfin celui que critique James, c'est Bradley. Et en fait, pour les monistes, il n'y a qu'un seul être, le tout, le monde ou l'absolu, et c'est le seul réel. Et les choses séparées, en fait, n'ont d'existence qu'en lui. En fait, elles se réduisent à des apparences ou à des représentations quand on les prend isolément. Et les relations entre des étangs ou des phénomènes qui n'existent pas en soi, pour ces monistes, mais font partie de l'être, finalement, au niveau d'une relation entre deux choses, comme par exemple ceci est plus grand que cela, A est plus grand que B, en fait, si la relation change, c'est qu'un des deux termes qui contenait cette relation a changé. Et en fait, les externalistes, eux, vont défendre plutôt l'idée qu'il y a de multiples relations qui, finalement, ne sont pas des prédicats de la chose, c'est-à-dire ne sont pas contenus dans la chose, mais existent d'une manière indépendante et sont les seuls à être affectés par un changement de relation. Et il y a des exemples très faciles à trouver. Si, par exemple, je dis A est au-dessus de B, et puis l'inverse, cela ne change rien à A et B. Finalement, c'est une relation qui existe en dehors d'elle. Et il y a notamment Russell qui va défendre cet externalisme en disant qu'il n'existe que des composants atomiques indépendants qui peuvent entrer dans des relations irréductibles. C'est l'atomisme logique, en fait. Et pour résumer, on a deux conceptions concurrentes des relations. Pour le moniste, elles sont internes. Ce qui implique en fait que si un terme ne peut être saisi indépendamment de sa relation avec d'autres, et s'il comprend en quelque sorte en lui l'ensemble de ses relations au reste de l'univers, il faudrait en fait de proche en proche affirmer que l'univers finalement est une unité, un tout, que en fait chaque partie ne peut être comprise qu'à partir du tout unique qui serait éternel, immuable, qu'est l'univers, ou à partir du sujet absolu qui pose l'univers, selon qu'on soit plutôt du côté du monde ou de l'esprit, et de ses structures. Et finalement, d'un autre côté, si on défend un point de vue externaliste sur les relations, alors on peut, par exemple comme le fait Ferdinand FCS, Ferdinand Canning Scott Schiller, on peut, donc c'est un philosophe d'Oxford qui se rattache au courant pragmatiste et auquel James se réfère beaucoup. On peut décrire un univers qui serait moins uni,
univers que plurivers, dit-il, car en fait il y aurait autant de manières d'être un que de manières de parcourir finalement cet univers selon ses relations. Et ce plurivers, pour lui, voit se rencontrer des parties indépendantes qui peuvent s'agencer de diverses manières et qui donnent différents sens à l'un. En fait, donc ce serait une thèse relativement pluraliste. Mais James, lui, va avoir une sorte de pluralisme un petit peu plus subtil, plus nuancé en fait, parce que il va essayer de trouver une solution alternative à ce débat entre monisme et externalisme, puisque pour James, toute expérience est plurielle, et on ne peut jamais faire l'expérience ni de l'unité moniste, ni des relations externalistes, et il faut reconnaître en fait qu'il y a des relations qui sont internes, d'autres qui sont externes aux êtres, aux phénomènes, mais qu'on ne pourra mettre de toute façon aucun schème conceptuel sur cela, parce que pour lui, l'univers est toujours disséminé, distribué, incomplet et processuel. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a toujours chez James la tentation d'un certain monisme quand même au fond de son pluralisme, ou plutôt en fait un balancement entre la reconnaissance de l'unité et puis celle de la pluralité au sein du monde, et finalement un balancement entre des descriptions, on va dire, des étangs qui sont changeants, qui sont intotalisables, qui sont pluriels, et puis leur regroupement par des relations qui, elles aussi, sont prises en compte, puisque l'expérience en est témoin, et que pour lui, elles ont une réalité. Et dans l'essai « Un monde d'expérience pure », James insiste sur l'importance de comprendre tous les ordres de relations entre les choses du monde, et de voir leur rôle dans la constitution des objets eux-mêmes, y compris pour les relations qu'il appelle donc conjonctives, c'est-à-dire qui font le lien entre divers phénomènes pour leur donner une unité, qui relie les choses entre elles, et qui permettent de niveau en niveau de penser des unités plus grandes. Et c'est un mouvement, les unités de conjonction, qui sont toujours au cœur des pensées monistes, qui en fait partent du principe que s'il existe des phénomènes d'unité, c'est qu'il y a des plans communs sur lesquels les phénomènes peuvent exister. Et donc dans un monde d'expérience pure, James affirme, pris comme il apparaît en fait, notre univers est dans une large mesure chaotique. Aucun type de liaison unique ne parcourt toutes les expériences qui le composent. Par exemple, les relations spatiales ne relient pas les esprits selon un système régulier. Les causes et les buts n'adviennent qu'au sein de séries particulières de faits. La relation à soi semble extrêmement limitée et ne relie pas deux soi différents. Au premier abord, si l'on devait comparer l'univers de l'idéalisme absolu à un aquarium, à un globe de cristal dans lequel nagent des poissons rouges, on devrait plutôt comparer l'univers empiriste à une de ces têtes humaines réduites dont les Dayaks de Bornéo décorent leur hutte. Il y a toujours des images très frappantes. Le crâne forme un noyau stable, mais d'innombrables plumes, feuilles, fils, perles et toutes sortes d'appendices mobiles jouent librement, s'y suspendent et semblent n'avoir rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils y aboutissent. De la même manière, mes expériences et les vôtres jouent librement, se balancent et aboutissent, il est vrai, à un noyau de perception qui leur est commun, mais elles sont pour la plupart cachées à la vue, et elles sont sans rapport entre elles, inimaginables les unes pour les autres. Cette intimité imparfaite, cette pure relation d'avec, entre certaines parties du total de l'expérience et d'autres, est le fait même auquel l'empirisme ordinaire accorde trop d'importance dans son opposition au rationalisme, ce dernier ayant toujours tendance à l'ignorer excessivement. Et il finit en disant « L'empirisme radical, au contraire, traite équitablement l'unité et la séparation. Il ne trouve aucune raison de tenir pour illusoire l'une ou l'autre. Il alloue à chacune son domaine propre de description et accorde qu'il paraît y avoir des forces réelles à l'œuvre qui tendent, au fil du temps, à accroître l'unité. » Donc en fait, James n'est pas vraiment, n'est ni un atomiste ni un discontinuiste, en particulier sur la question du changement dans le temps, ou sur la question de la continuité de nos expériences vécues,
dans le temps, que ce soit la continuité perçue ou la continuité du moi, qui pourtant se transforme au fil des ans, et même selon les situations et contextes momentanés. Et James considère que cette continuité est aussi réelle que les discontinuités dont l'expérience nous rend témoins entre les objets réels, les différents moments du temps, les diverses relations qui existent et les divers vécus de ces relations. Et l'erreur, en fait, c'est plutôt de substituer aux expériences perceptuelles directes de ces discontinuités ou de ces continuités un grand nombre, enfin là plutôt dans ce cas-là de ces continuités, donc un grand nombre d'objets statiques produits par la conception et censés expliciter les conditions de possibilité de la continuité par en fait des agents d'union. Mais pour lui, ces agents d'union, ils sont fictifs. Et en fait, c'est présupposer la désunion, présupposer qu'il y a une désunion première et qu'elle demande à être unifiée, ou que ces schèmes sont là de tout temps et s'actualisent dans des unités qui n'en sont du coup que les épiphénomènes. Ce qui, en fait, à chaque fois, est toujours éloigné de ce que l'expérience donne à voir. Et James affirme dans les essais d'empirisme radical, je cite, que les conjonctions et les séparations sont des phénomènes coordonnés qui, si nous prenons les expériences au comptant, doivent être tenus pour également réels. Et ensuite, que si nous persistons à traiter les choses comme réellement séparées, quand elles sont données comme jointes, de façon continue, en invoquant, quand l'union est exigée, des principes transcendantaux pour dépasser la séparation que nous avons supposée, alors nous devrions nous tenir prêts à accomplir l'acte inverse. Nous devrions aussi invoquer des principes supérieurs de désunion pour rendre plus véritablement réelles les disjonctions dont nous faisons simplement l'expérience. À défaut, nous devrions laisser les continuités originellement données reposer sur leur propre assise. Et en fait, bon, c'est un exemple par l'absurde, mais à la fois par mesure de prudence métaphysique et d'économie rationnelle, il dit qu'il ne faut pas aller imaginer des principes unifiant ou séparant en deçà des phénomènes dont on fait l'expérience, car rien ne nécessite leur existence, et s'ils ne font que dupliquer la diversité réelle à un niveau transcendantal, ils n'ont même pas en fait de statut de principe, puisque aucun des deux, principe de désunion ou principe d'union, ne serait plus principiel que l'autre, à partir du moment où ils sont déjà deux, et il n'y a pas d'antériorité de l'un ou de l'autre. Et du coup, il n'y a pas de nécessité pour lui de penser ces principes en deçà de l'expérience. Et le monde est certes une pluralité des temps et de relations, mais pour James, le monde, comme le dira d'ailleurs Jean Val en commentant l'univers pluraliste, n'est ni un univers ni un multivers, c'est, je cite, un grand fait dans lequel du multiple et de l'un se juxtaposent et se succèdent l'un à l'autre. Et en fait, une des grandes questions qu'on aura examinées tout au long de l'année, ça va être de savoir si cette dialectique entre monisme et pluralisme est une nécessité intrinsèque du pluralisme ou non, et si on peut le penser sans elle. Alors, Jean Val, dont on va étudier peut-être en fait à la prochaine séance, surtout les deux ouvrages majeurs, que sont les thèses, sa thèse d'abord sur les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique, et puis vers le concret, critique, lui, en fait, cette pensée, cet aspect du pluralisme de James. Il y a un bon article de Mathias Girel sur la question qui porte sur le pluralisme chez Val. En fait, comme Mathias Girel le montre, selon ce dernier, on ne peut pas plus partir des éléments, comme le font les pluralistes, que du tout, comme le font les monistes, parce que le schème relationnel sur lequel ces pensées s'appuient ne traduit qu'imparfaitement la réalité, et tout et éléments sont aussi abstraits l'un que l'autre, pour Val. Le pluraliste, selon lui, en fait, en reste finalement à un plan tout aussi abstrait que celui du moniste. L'idée des éléments, dit-il, n'est pas moins abstraite que l'idée du tout, le réel est la totalité concrète pour lui. Et c'est pour ça qu'il va travailler sur l'idée de concret. Bon, alors on y reviendra sans doute plus précisément la semaine prochaine, mais
on peut peut-être, et notamment on verra la lecture que fait Jean Val de James et aussi de la pensée de Whitehead, mais peut-être déjà on peut répondre assez rapidement à cette critique en indiquant que James avait perçu la difficulté, au moins dans un univers pluraliste, et dans la deuxième leçon, en fait il critique la thèse moniste défendue selon lui à la fois par Lotz et par Royce, selon laquelle il ne pourrait y avoir de relation d'influence, voire même de relation, par exemple, de perception entre un sujet et un objet, s'ils n'appartenaient pas tous deux à un même ordre d'être. Alors, en fait, c'est une position moniste qui tend à dire que finalement, s'il y a un pôle A et B qui sont séparés, alors dans ce cas, ils devraient être reliés par un troisième pôle à imaginer, l'ordre de la relation, qui les poserait, par exemple, dans un rapport de causalité. Et en fait, ce troisième terme, appelons le rapport C, lui-même devrait pouvoir être mis en relation à la fois avec A et avec B, et donc il faudrait à nouveau une transition entre A et puis C, et puis entre C et B, et on pourrait faire ça finalement à l'infini s'il n'existait pas un plan commun sur lequel en fait les diverses entités du réel pourraient être mises en rapport. Et finalement, la réponse de James est dans le passage que je vous ai mis en polycopié, que je vais lire. Elle est intéressante. Il dit « L'argument est élégant, mais purement verbal, j'en ai peur. Appelez distincts votre A et votre B, ils ne peuvent interagir. Appelez-les un, ils le peuvent. Pris abstraitement et sans restriction, les mots distincts et indépendants ne suggèrent en effet que la séparation. C'est là la seule propriété de votre A et de votre B, et c'est la seule propriété que vos termes impliquent. Alors bien sûr, puisque vous ne pouvez pas déduire d'elles leur influence mutuelle, vous ne pouvez trouver aucun fondement à l'apparition de cette influence. Votre simple mot « séparé », contredisant votre simple mot « joint », semble exclure toute relation. Le remède trouvé par Lotz à l'impossibilité ainsi constatée verbalement est de remplacer le premier mot. Si au lieu de qualifier A et B d'indépendants, nous les qualifions d'interdépendants, d'unis ou de un, dit-il, ces mots ne contrediront aucune influence mutuelle qui serait proposée. Si A et B sont un et que cet un change, A et B doivent alors changer de manière coordonnée. Ce qu'ils ne pouvaient faire sous l'ancien nom, il leur est maintenant permis de le faire sous le nouveau. Mais je vous demande si le fait d'appeler 1 le multiple antérieur nous fait réellement comprendre un peu mieux le modus operandi de l'interaction. Nous avons maintenant donné à ces multiples la permission de changer tous ensemble, s'ils le peuvent. Nous avons écarté une impossibilité verbale en lui substituant une possibilité verbale. Mais le nouveau nom, avec la possibilité qu'il suggère, ne nous dit rien du processus réel par lequel les choses réelles, qui sont une, peuvent changer et changent réellement. En fait, l'unité abstraite, comme telle, ne change pas. Ses parties non plus. Pas plus que l'indépendance abstraite, comme telle, interagit. Mais alors, ni l'unité abstraite, ni l'indépendance abstraite n'existent. Seules existent les choses réelles et concrètes qui, à ces propriétés, en ajoutent d'autres qu'elles possèdent pour constituer ce que nous appelons leur nature totale. Interpréter l'un de leurs noms abstraits comme rendant impossible cette nature totale, c'est faire un mauvais usage de la fonction de nommer. Le vrai moyen d'échapper aux conséquences abstraites d'un certain nom ne consiste pas à se jeter sur un nom opposé, également abstrait, mais plutôt à corriger le premier par des adjectifs qualificatifs qui restituent un peu de concret au terme en question. Ne prenez donc pas votre indépendance simplicitaire comme le fait Lotz, prenez-la secundum quid, c'est seulement quand nous savons en quoi consiste littéralement et concrètement le processus d'interaction que nous pouvons dire si des êtres indépendants, sous quelques aspects précis, distincts quant à leur origine, par exemple, situés en des lieux séparés, de genres différents, etc., peuvent ou non interagir. Considérer un nom comme excluant du fait nommer ce que la définition de ce nom échoue positivement à inclure, est ce que j'appelle l'intellectualisme vicieux. J'aurais plus à dire sur cet intellectualisme, mais je pense qu'on peut difficilement nier que l'argumentation de Lotz en est teintée.
Vous pourriez tout aussi bien prétendre, pour utiliser un exemple de Sigwart, qu'un homme qui a été appelé une fois cavalier devient de ce fait à jamais incapable de se mouvoir sur ses propres pieds. Bon. En fait, la conception de James qui apparaît là, c'est l'idée que si on part de termes isolés, il est bien difficile d'expliquer comment ils peuvent être en relation les uns avec les autres au sein du monde, comment, par exemple, un événement peut en causer un autre s'ils ne sont pas sur un même plan d'organisation. Par ailleurs, quand on pense un même plan d'organisation, on ne comprend pas l'idée de changement et l'idée qu'il y a des unités qui s'influencent les unes les autres au sein d'un univers qui du coup, n'existerait que comme fixe. Et en fait, il veut dire, lui, qu'il y a des influences, des relations entre les termes, les agents du monde qui se font et qui se défont et qui donnent du coup à ces termes des attributs qu'ils n'ont qu'à un moment donné, qui ne sont jamais en fait des attributs qu'on peut essentialiser. Alors en fait, ce que James reproche à la philosophie moniste, finalement, c'est d'être extrémiste en quelque sorte, c'est-à-dire il dit en fait, dès que la philosophie moniste constate une continuité, elle en fait l'essence de la réalité. En fait, c'est comme si le moniste rajoutait à chaque expérience qu'il constatait, la copule, cela est vrai en tout lieu, en tout temps. Et finalement, c'est parce que le monde, pour le moniste, en tout cas tel que le présente James, devrait être gouverné par un processus rationnel. Mais en fait, ce devoir-être n'est pas justifié et ne fait que nous éloigner du monde phénoménal vers un niveau transcendantal qui perd en fait le grain de la réalité telle qu'elle nous apparaît et ne permet pas de penser le changement chez James. Bon, alors voilà pour la position de James. Peut-être qu'on peut en discuter d'ailleurs et on y reviendra sans doute au prochain cours parce que notamment cette question de la continuité est quand même intrigante chez lui, je pense, et peut-être une vraie difficulté du pluralisme. Le problème étant de savoir comment on peut penser les continuités temporelles et spatiales des objets et des êtres, et puis leur influence mutuelle, physique, mais aussi psychologique, leurs rapports causaux, comme finalement tous ces liens, comment on peut les penser comme existants dans le monde, ou du moins susceptibles d'expérience, alors même qu'ils n'existent que par moment et selon un certain point de vue. En fait, voilà, la question peut-être qui est en débat, et je vous demande aussi si vous avez un point de vue là-dessus, c'est l'idée que finalement chez James il y aurait une continuité ou des mouvements, des relations en fait finalement d'interaction entre les phénomènes, en fait donc à la fois du séparé et puis de l'unifié, qui serait constatable à même l'expérience et qui serait finalement en fait c'est une forme de réalisme des relations et des entités et en fait on peut se demander s'il est juste de rompre finalement avec une des traditions de l'empirisme qui considère notamment les relations comme les relations de causalité comme étant simplement par exemple des habitudes inductives, psychologiques, qui ne seraient que des constructions mentales, par exemple, depuis un certain point de vue. Finalement, on peut se demander si l'expérience qu'il est possible de faire, selon James, de l'unité dans le monde, comme dans un monde discontinu, ça n'est pas posé finalement, oui, des liens entre les diverses entités du monde qui sont en fait des liens constitués toujours depuis une subjectivité ou depuis un certain point de vue, alors même qu'il leur donne une réalité ontologique. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez intervenir, faire des remarques, peut-être. Pour ça, il faudra un cas précis. Mm. C'est quoi une relation réelle
Ouais. La rencontre dans l'expérience. Alors, ouais. Non, alors moi le problème c'est que je sais qu'il y a un exemple qui pourrait t'intéresser à un premier chef parce qu'il parle de la continuité en reprenant en fait l'exemple que tu étudies chez Zénon. Et le problème c'est que là je n'ai pas le passage en tête et il aurait été intéressant de l'analyser. Mais d'ailleurs peut-être que, je ne sais pas si pour les autres, mais tu peux peut-être évoquer un petit peu les conceptions de la continuité et de la discontinuité qui sont derrière le cas évoqué par Zénon, je sais pas. Le truc c'est, moi je sais pas très bien quel emploi du temps de la continuité. Ouais. Il discute ça parce que pour moi il n'y a aucun rapport en fait. Continuité, pluralisme, mnémisme, tu peux avoir une continuité simple ou une continuité infiniment complexe, ça c'est pas. Tu veux dire quoi, simple ou infiniment complexe? Bah, moi je prends cet exemple souvent parce qu'il y a des textes de Bergson où il a l'air de faire des conclusions de ce type-là. Mais si tu prends le dégradé de couleurs, qui va du bleu au rouge, bon, bah, tu as une infinité de couleurs différentes dans un continu. Il n'y a pas de discontinuité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses réellement différentes. Il y en a même une infinité. Tu as une pluralité infinie dans le continu, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de conflit entre pluralité et continu. Ouais, mais cette continuité, elle est posée, enfin, je veux dire, soit on considère qu'il y a un nombre fini et limité d'éléments dans une gamme de couleurs comme les longueurs d'onde, et dans ce cas c'est une espèce de continuité objective, la longueur d'onde des couleurs, sur laquelle en fait toutes les couleurs existent, soit si on considère qu'il y a un nombre de couleurs illimité dans ce continuum, eh bien on peut se demander comment est constituée cette continuité et pourquoi on voit une continuité et si elle n'est pas constituée simplement depuis notre point de vue. Non? Tu vois quand même Parce que tu supposes que l'univers physique est forcément discret, ce qui est pas évident. C'est-à-dire que tu supposes qu'il peut y avoir une infinité différente de longueurs d'onde, enfin pas pourquoi il pourrait pas en fait. Bon, dans le monde on a mis la physique quantique, ça marche pas trop comme ça effectivement, mais il n'y a pas de raison que le monde physique soit pas infiniment divisible. Ouais. Et ensuite, c'est que tu supposes que les réalités phénoménales sont des constructions. Et pour moi, les couleurs phénoménales peuvent parfaitement être des choses réelles, c'est-à-dire des qualités réelles dans la perception, qui elles-mêmes sont en nombre infini. Et c'est un nombre infini, enfin, je veux dire, je perçois un continu, c'est-à-dire que je perçois réellement une infinité. Et qu'est-ce que c'est cette continuité Continuité, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'entre deux points, tu peux t'approcher indéfiniment de toujours la même structure. C'est une propriété mathématique, la continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité, quoi. Il n'y a pas de cassure. C'est juste ça qui veut dire. Oui, mais ça veut dire que tous les éléments, par exemple tes couleurs, partagent quelque chose. Bah, toutes des couleurs, oui. Elles sont toutes sur le même plan, elles sont toutes des couleurs, mais ça empêche. Bah oui, alors toutes les entités qui appartiennent au continu temporel doivent être des quantités temporelles, effectivement. Elles ont un point commun, mais ça n'entame pas leur pluralité. Ouais. Pour les couleurs, il se peut qu'il y ait une infinité de couleurs selon une gamme spectrale divisible à l'infini, soit. Mais toujours est-il, ça n'induit pas qu'il y ait des perceptions infiniment différentes. Parce que on peut percevoir qu'une certaine quantité de couleurs, on peut les distinguer selon leur contraste. Il y a des problèmes de luminosité aussi. Il y a certaines restrictions physiologiques qui empêchent cette correspondance entre les réalités chromatiques et... Ouais, peut-être que qu'il n'y ait pas de lien nécessaire entre tout ça, c'est sûr. Il n'y a pas de lien nécessaire. Après,
Mais bon, après, donc moi je pense que le fait que nos capacités de perception réelle des couleurs, c'est-à-dire les limitations physiologiques, elles n'impliquent pas forcément non plus une limitation de la perception phénoménologique. Parce qu'en fait, on a une perception hyper partielle du monde, mais on crée un monde complet phénoménologiquement. Donc, on peut parfaitement créer un continuum de couleurs alors qu'on en perçoit 100. Notre cerveau, il comblerait les trous. Et ensuite, ça c'est un argument de Russell, je pense qu'il s'oppose à Bergson aussi. C'est pas parce qu'on est capable de distinguer phénoménologiquement un nombre fini de couleurs qu'on n'en perçoit pas. C'est pas parce qu'on a conscience de 100 différences que dans notre conscience, il n'y a que 100 trucs différents. C'est pas évidemment. Voilà, c'est pas trop de rapport avec James. Non, mais après, non, mais de toute façon, on est là pour discuter. Mais effectivement, on perçoit en fait de manière inconsciente plusieurs millions de couleurs en fait. Il me semble, enfin, on peut distinguer entre plusieurs millions de couleurs, si je ne me trompe pas, d'après les expériences cognitives qu'on a pu faire sur les distinctions immédiates. Par contre, tu disais... Ah, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, il me semblait que tu disais que, oui, ce n'est pas parce que, finalement, on ne perçoit qu'un nombre limité de couleurs qu'on ne peut pas créer un continuum. Mais précisément, dans ce cas, ça voudrait dire que la source de ce continuum, elle est dans la conscience percevante, oh, oui, en quelque sorte. C'est ça le schéma, effectivement. Oui. Non, mais du coup, par exemple, moi, c'est une thèse pour laquelle je serais relativement favorable. Hein. Mais l'idée que la relation de continuité, par exemple, existe à même le monde et qu'on pourrait l'apercevoir parce qu'elle est objective, c'est une idée qui est compliquée. Enfin. De toute façon, et ça, bon, à moins qu'on ait des thèses, à moins que la science se trompe, la physiologie se trompe réellement, mais de toute façon, la physiologie, elle fonctionne par des quantités discrètes, quoi. La chimie organique, c'est qu'on n'a que des stimulus avec des seuils, ce qui fait que même si le monde est continu, on ne le perçoit pas de façon... Enfin, le mode d'appréhension n'est pas continu, de toute façon. Donc si tu veux avoir de la continuité dans la perception, il faut la recréer après coup, quoi. Mais elle n'est pas donnée dans le mode d'appréhension du monde, de toute façon. Mm-hmm. Mais, sauf à la limite si on considère que l'instrumentalisation et donc des machines capables d'observer la réalité sont une extension de notre perception et nous donnent un traitement d'information qui, lui, n'aurait pas besoin de passer par des seuils perceptifs. ouais, c'est douteux, en fait. Pourquoi tu puisses avoir une machine du continu, c'est franchement douteux, en fait. C'est des capacités infinies, en fait, c'est un peu compliqué. Mais en mode d'enregistrement, pas bon. Non, mais si tu connais plus de détails là-dessus, ça m'intéresse. Mais... je vois pas comment on pourrait avoir un... je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Non, en fait, moi, je parlais simplement de l'idée que nos instruments scientifiques, par exemple, etc., étendent le champ de notre perception et qu'en fait, ils nous donnent accès à beaucoup d'objets qu'on pourrait considérer en fait comme existants en soi, même si on ne les perçoit pas. Mais en même temps, on peut aussi considérer que ces instruments fonctionnent de la même façon que notre perception, par construction d'une réalité en quelque sorte, et qui sont déjà comme une extension de notre perception, qui serait dans le... pour trouver la réalité du monde que la percevoir directement. Si tu constates que quel que soit le rapprochement que tu fais entre deux mesures, tu as toujours l'impression que c'est continu, c'est-à-dire que tu n'as jamais de rupture, tu n'auras jamais un enregistrement du continu parce qu'il faudrait une infinité de mesures, ça n'a pas de sens, mais tu peux faire l'hypothèse raisonnable que le monde est continu. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as jamais accès à une discontinuité dans le mouvement, donc tu peux postuler qu'il est continu. Oui, c'est un postulat, oui, bien sûr. Non, mais parce que du coup, l'accès par l'expérience à cette continuité, elle est compliquée. L'intuition directe de la continuité extérieure du monde, oui, on n'en est pas vraiment... Enfin si, en fait, on a une continuité expérience peut-être de notre conscience, mais... Ouais, mais qui serait du coup dans la construction d'une conscience percevante, pour le coup. Oui, mais peut-être que pour qu'il puisse y avoir cette conscience, il faut présupposer une continuité de la conscience. Ouais. Une structure réelle de la conscience qui serait, c'est dit ça mathématiquement par ailleurs, mais qui serait le continu qui préexiste toutes les constructions. Ouais.
qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas une construction dans la conscience si la conscience doit construire des trucs. C'est que, faut bien qu'il y ait un réel de la conscience à un moment, quoi. Ouais, après qu'il soit continu, Non, ça se discute parce que, par exemple, on peut imaginer, bon, mais là, on s'éloigne beaucoup de tous les débats qu'on a évoqués aujourd'hui, hein, mais si, par exemple, on peut imaginer une conscience qui, à la base, mettons, est une sorte de, oui, bon, c'est une définition particulière, hein, je sais, mais un pôle intentionnel qui serait à la fois, donc, d'accord, réception de stimuli, mais immédiatement, dans le même temps, mémoire directe du tout juste passé et anticipation du tout juste avenir, tel que le décrit par exemple Husserl dans le processus rétention-protension, qui est pour lui le cœur de la perception, et qui fait que, en fait, c'est ça la création de la temporalité et de la continuité. Eh bien, on pourrait imaginer que ce premier acte intentionnel, on va dire, au moment où même, à la limite du tout début de la vie, hein, on peut l'imaginer, ensuite se succède à la manière d'une pointilliste, en quelque sorte discontinue, mais qu'il y a finalement tout de suite une création parce qu'on est par hasard, en fait, de manière contingente, au même endroit pendant des instants discontinus. Disons qu'il y ait la création d'une idée d'identité par le fait que l'on a une mémoire immédiate qui, à cause de l'accumulation des expériences, etc., se transforme en mémoire à long terme, pendant que la faculté d'anticipation immédiate, qui est le cœur du mouvement intentionnel, se transforme en pôle imagination. Et du coup, on pourrait imaginer une conscience qui n'est jamais toujours que discontinue, et qui se crée comme continuité dès les premiers moments. Mais... Oui, non, mais... Ouais. C'est pas ce que Husserl dit par ailleurs, mais... Non, mais je parle de son pôle, on va dire, qui moi m'intéresse, rétention-protention. Mais dans son système, il y a c'est un truc incohérent, en fait, la description de ça. Tel qu'on me l'a présenté, il suppose un continu, un point après l'autre, qui n'a aucun sens, c'est-à-dire au sens strict un continu, c'est-à-dire que les points n'ont pas de distance finie, mais qui se ferait par ajout successif, c'est une description incohérente. Ouais. D'accord. Je sais pas exactement si c'est... Tu as suivi c'est dans quoi que... C'est le diagramme, comment il s'appelle c'est le triangle comme ça qui s'accroît. Chaque point a la présence de tous les autres comme son passé. Ah oui. Mais parce qu'il me semble que justement il a tendance à toujours dire non mais surtout il faut surtout pas spatialiser le temps et le penser sous forme de points. Donc il dit c'est la grosse erreur même de dire l'expression comment tu vas ou ce genre de choses. Non mais de représenter, je sais plus comment il dit en allemand en plus, mais de représenter en gros ou qu'est-ce que, enfin l'idée qu'on a parcouru du chemin dans le temps, etc. Il dit c'est des images qui sont très mauvaises parce que ça spatialise la temporalité et ça le fait penser sous forme pointilliste, alors que pour lui on est dans... Je crois qu'en fait pour lui on est plutôt dans un perpétuel présent à la limite, mais... C'est un truc très étrange de Bergson de relier le pointillisme avec le spatial, ce qui est... Je n'ai jamais compris d'où ça sortait. Si tu dis que le temps est un continu, tu le spatialises au sens purement abstrait, c'est-à-dire que tu le considères comme un espace mathématique. Ça veut dire qu'il est spatial, ça veut dire que c'est de l'espace, mais ça veut dire qu'il relève des notions de distance, des notions de notions mathématiques qui valent aussi pour l'espace, juste que l'espace est un continu. Ouais. J'arrive pas à concevoir la notion de distance, oui, par exemple, comme... On a du mal à la concevoir complètement, mais il suffit que tu la conserves dans le temps, en fait, et tu as un exemple de notion non spatiale de distance. D'accord, bon. Moi, j'ai jamais compris les objections bergsoniennes à la façon dont il les formule à la double droite du temps, qu'elles ne portent pas, parce que tout le monde sait que la droite du temps, c'est juste un schéma abstrait pour représenter, pour avoir un analogue mathématique de ce qu'est le temps. C'est juste un analogue mathématique. Après, on ne le voit pas comme un espace. Ouais, c'est vrai, en un sens. C'est juste le temps. Mais, ouais. Oui, enfin, comment
mettre en fait ou questionner la continuité du temps, si ce n'est pas de façon spatiale. Enfin, parce que si je m'appuie sur une et peut-être l'unique définition de la continuité, c'est la dérivabilité en tout point, n'est-ce pas? Mais donc c'est une fonction mathématique. Parce qu'après ça peut être une propriété des espaces, là c'est une propriété des fonctions, mais ça revient au même. En fait. Oui, mais j'aimerais bien savoir, parce que moi lorsque j'ai réfléchi à la continuité, voilà, il y a une fonction mathématique de laquelle on peut faire un graphe, n'est-ce pas, une sorte de spatialisation, et on peut, c'est à partir de là qu'on peut dire est-ce que c'est dérivable en tout point ou non. Et y a-t-il d'autres définitions ou d'autres méthodes de demander si cette chose est continue ou non? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est simplement le graphe, c'est juste le moyen pour nous, pauvres humains, de nous représenter ce qui se passe. Mais la réalité, elle est dans les équations, elle n'est pas dans le graphe. Elle n'est pas dans le graphe, c'est juste un modèle physique unidimensionnel de l'équation. Oui, mais bon, la dérivation, c'est, je sais pas, enfin, c'est avec c'est la limite de f de x plus a moins f de x sur a qui tend vers 0, n'est-ce pas? Et alors, non mais toujours est-il, est-ce qu'il y a d'autres définitions de la continuité que cette limite-là? Oui, en topologie, on n'appelle pas la même chose. Il y a une chose qui est le continu, parce que là, c'est le fait d'être continu comme une propriété qui s'oppose au discontinu, au fait d'être discontinu. Des fonctions. Après, il y a le continu et le discret qui sont des ensembles, ou plutôt des façons qu'on a de représenter l'espace, pas la topologie des ensembles. Mais au fond, ça revient au même. Un espace est continu si tu peux disposer ces éléments, enfin en faire une fonction continue avec ces éléments. Quoi. C'est relié. En gros, quand on travaille sur des choses simples comme les espaces tridimensionnels, quoi, ça revient au même. C'est la même chose. Donc, si je comprends bien, on se réfère à des fonctions et donc à cette définition-là de la continuité. Non, pas vraiment. C'est juste que, intuitivement, quand on pense à des objets, ils ont les deux propriétés en même temps. En fait, lesquelles? Le fait de pouvoir qu'on puisse mettre des fonctions continues dedans, et le fait d'être des espaces continus, c'est-à-dire des espaces. En fait, c'est la propriété de la borne supérieure qui définit la continuité. C'est-à-dire que tu ne peux pas le découper en deux ensembles. Alors, tu ne peux pas le découper en deux ensembles clos qui n'ont aucun élément en commun, c'est ça? Oui, je n'arrive pas à saisir, mais... C'est-à-dire que tu ne peux pas, dans un espace qui est continu, tu ne peux pas faire une coupure. Tu ne peux pas avoir l'espace en entier en l'ayant coupé en deux, entre deux groupes qui n'ont aucun point en commun. Tu ne peux pas le couper comme ça. Comme ça, c'est pas continu. C'est qu'il y a de la coupure. Qu'il y a un saut. C'est pour ça que c'est lié à la fonction. Bon, quelles conséquences en tirer, je ne sais pas encore. Non, je ne pense pas que ce soit lié à l'espace, en fait, mais pour revenir à Bergson, il définit, pour lui, la mathématique, c'est l'espace, c'est la même chose. Du coup, effectivement, mettre en mathématiques, ça veut dire mettre en espace de toute façon, ce qui fait que la question se pose plus tard. D'autres remarques, suggestions? Moi, je suis pas si tu peux synthétiser la position même sur les relations, parce que du coup, je produit énormément de problématiques différentes à ce moment-là. Ouais. Je sais pas si d'ailleurs je suis capable de synthétiser, mais en gros, si j'ai bien compris James... C'est un exemple de relation aussi, du coup, parce que c'est quoi pourquoi on parle de relation? Est-ce que la causalité, c'est quelque chose qui se passe dans l'expérience, pas?
Oui, mais il me semble que quand il parle de relations, il parle de beaucoup de choses à la fois. Ça peut être les rapports de consécution, les rapports de causalité, les relations du type antériorité par rapport à un terme. Ça peut... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme relation et simplement toutes les idées d'influence qui peuvent être causales ou... Enfin, à un moment, il dit l'influence. Alors, du coup, oui, j'imagine qu'en fait, c'est la relation de causalité. J'essaye de penser à d'autres types de relations. Parce que tu as dit qu'on ne fait pas l'expérience des relations externes, il me semble que tu as dit cette phrase. Et après, tu as dit qu'il fallait admettre des relations externes. Donc, je suppose qu'on en fait l'expérience. Non, c'est pas, on n'en fait pas l'expérience comme, je veux dire, comme l'unique forme de relation. C'est là qu'il dit, en fait, on fait toujours l'expérience de... Enfin, on fait l'expérience de l'atomisme. Oui, voilà, c'est ça. L'expérience du monisme et de l'atomisme. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il pose toujours des principes qui sont en fait des ajouts aux multiples expériences qu'on peut avoir des entités mondaines et de leurs relations. Et il dit, en fait, c'est toujours en fait principialisé de l'événement. Si on veut, c'est donner un statut, enfin, poser sous les phénomènes quelque chose qui pose qu'à la base, voilà, ils sont nécessairement dans déjà des relations qui sont intrinsèques au terme, et dans ce cas, tout est continu, on est dans le monisme, soit au contraire, on pose que tout est discontinu, que ce principe, c'est que vraiment il n'y a aucune continuité possible, et alors les relations, elles leur sont externes, et il dit, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a aucun principe qui sous-tend les réalités pour les organiser de manière continue ou discontinue. Il y a simplement, pour lui, donc a priori, je dirais quand même à la base, une multiplicité qui est du côté de la discontinuité, qui rentre, avec des termes qui rentrent en relation, donc il y a des pôles, des groupes d'unités, on va dire, qui se font. Lui, il va dire le réel est si divers, si pluriel, qu'il ne peut même pas exclure l'idée d'unité. En son sein, il y a des unités qui se forment. Sinon, il serait, enfin, je veux dire, tout n'est pas forcément déconnecté. Il admet l'idée que des unités se font et se défont, mais ça n'implique pas de superstructure globale, on va dire, de l'unité où tous les termes seraient déjà reliés, où en fait les relations réelles entre une cause et une conséquence dans un événement, un arbre qui tombe et qui écrase quelque chose, voilà, serait déjà impliqué dans une totalité mondaine prédéfinie, ce qui impliquerait donc un finalisme. Ouais. Alors, tel que James l'a défini, apparemment, donc je suis encore en train dans un processus de lecture, parce qu'on caricature toujours ses adversaires, et donc en fait, elle est plus subtile que ça, et Jean Val a tendance à dire que déjà chez Bradley, il y a vraiment l'idée qu'il faut arriver à avoir une vision du monde qui hein? C'est Bradley d'ailleurs. Bradley, ouais, pardon, Bradley. Ouais, Bradley. Qui arrive à mêler une explication du monde qui arrive à mêler le fait qu'il y a quand même une pluralité avec des schèmes de continuité quand même. Il y a un autre truc, parce que en fait, je ne comprenais pas bien ce que tu disais, c'est peut-être à cause de ça. Tu fais un lien entre atomisme et discontinuité Alors, il y a... Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'on appelle l'atomisme logique, il me semble. Oui, mais c'est pas clair que l'atomisme logique implique la discontinuité, encore une fois. Ah, alors moi je m'y connais pas trop là-dessus, mais si tu as... Effectivement. Ouais. Je suppose qu'il y a des atomes, quoi, donc c'est la pluralité. Par contre, je ne crois pas que Russell, par exemple, il défendrait de la discontinuité au sens... c'est la même chose que les couleurs. Là, tu peux considérer que chaque couleur du continu des couleurs est individuelle, mais qu'elles sont disposées dans le continu. Ça veut dire qu'il en faut plus, quoi. Si tu veux que ça soit continu, il faut qu'il y en ait une infinité transdémembrable, il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup, quoi. Mais c'est ce que ça implique, en fait. Mais moi, j'arrive toujours pas à imaginer cette continuité. Le mot d'atome sur la philosophie a été utilisé pour désigner au moins deux choses très différentes, qui sont les petites boules, c'est-à-dire des entités discontinues séparées par du vide, qui
qui ont une grandeur finie à ce moment-là, ou pour désigner des points. Enfin, quand tu parles des atomes, enfin voilà, quand Kant, dans la lignée de Newton, du newtonisme, de tous les cosmologues de ce truc-là, ils parlent d'atomes, ils parlent de points, ils parlent de choses qui n'ont aucune extension, Oui, c'est ça. qui sont pris dans un continuum. Il n'y a pas de discontinuité, au sens qu'il n'y a pas de séparation. Oui. Mais est-ce que le concept de point n'est pas un concept vide enfin, je veux dire, au niveau de l'expérience réelle Ah oui, on fait jamais. Oui, voilà. Point, mais, enfin bon, on n'a jamais conscience d'un point isolé. Après, jamais l'expérience de point, c'est autre chose. Mais Ouais. je veux dire que ça n'implique pas la discontinuité de l'atomisme. Bon, en tout cas, sur Russell, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, donc très bien. Par exemple, par Leibniz, c'est encore un cas, c'est-à-dire qu'il y a une continuité complète, et les atomes, les atomes, c'est-à-dire les gonades, sont réellement distincts. Ouais. Ouais, pareil, j'attendrai les précisions de Victor sur ce point. D'ailleurs, Russell est un grand lecteur de Leibniz, c'est pas Ouais. pour rien, quoi. Bon. La logique. Il y a une apparente contradiction entre le principe de continuité et le principe de l'application. En fait, il y en a pas. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce qu'apparemment il est un peu tard. Et merci beaucoup en tout cas pour ces éléments d'éclaircissement. Et puis merci d'être venu aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, Jean Wahl, la vision du pluralisme selon Jean Wahl et ses critiques et sa philosophie du concret, avec l'examen de la pensée de Whitehead aussi à travers Jean Wahl.